Bonjour à tous, bienvenue. J'ai une chaîne qui s'appelle Encore sur la route et j'ai fait une conférence sur le thème de la moto au fourgon aménagé en passant par le fauteuil roulant. Après 1 million de kilomètres à moto et un grave accident de la route, j'ai décidé de poursuivre mes voyages, non plus en moto, mais en fourgon aménagé. J'ai lancé ce projet en janvier 2020 pour préparer et équiper un Sprinter 4x4 afin d'être autonome pour voyager sur les routes et les pistes du monde entier. C'est-à-dire que j'ai préparé mon véhicule pour faire le tour du monde. Donc je m'appelle Laurent, j'ai la cinquantaine. J'ai également 3 grandes filles, dont 2 sont présentes ici. Merci les filles. Comme métier, avant l'accident, j'étais ambulancier de SMUR. J'ai travaillé longtemps au SAMU de France. J'ai également eu un autre métier probablement moins courant. J'ai été pasteur voyageur pour les motards, principalement en Europe. Et j'ai fini ma carrière comme régulateur sanitaire à Urgence Santé au 144 de Genève. C'est la centrale, en fait, vous devez connaître, si vous êtes de Genève, vous connaissez le 144. C'est le numéro qu'il faut faire lorsqu'il y a une détresse vitale, un accident, vous appelez 144. J'ai aussi pas mal voyagé dans tous les pays que vous voyez en vert, tous ces pays européens. J'ai fait dans ces pays 1 million de kilomètres avec ma moto. J'ai également voyagé en Israël, donc c'est le petit carré en bas à droite sur l'écran. Et j'ai également voyagé aux États-Unis, dans les 2 régions qui sont en vert. Malheureusement, dans la vie, il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Et le 31 juillet 2011, eh bien, alors que je me déplace en moto, en face de moi, il y a une voiture qui me frappe et qui me pousse au fond d'un ravin. Et je fais une chute de 10 mètres. Et je me retrouve à l'hôpital cantonal de Genève, transporté par mes collègues de travail. Et je me retrouve immobilisé sur le lit d'hôpital. Et là, tous mes voyages et mon travail s'arrêtent en 1 seconde. Le résultat, eh bien, c'est 3 ans de soins, 10 ans de démarche au tribunal et un petit passage dans le fauteuil roulant. J'ai été pris en charge par l'équipe des HUG et également pour la rééducation par l'équipe de l'hôpital de la Tour. Et le défi que je leur ai donné, c'est aller au Cap Nord à moto. Donc on est en 2011. Est-ce que c'est possible d'aller au Cap Nord en moto en étant sur un fauteuil roulant? Non. Quelques années plus tard, été 2019, je pars avec ma moto pour un voyage de 24 000 km à travers l'Europe, dont le but c'est de partir de Genève, direction le Cap Nord, en passant par les Pays-Baltes, en remontant la Finlande jusqu'en haut. Et quand j'arrive tout en haut de la Norvège, au Cap Nord, je chiale comme un gamin. Je suis le plus heureux du monde parce que j'ai réussi à vivre mon rêve malgré le traumatisme que j'ai vécu. Alors c'est pas la première fois que je vais en Scandinavie, je suis déjà allé 4 fois auparavant en Scandinavie, c'est une région que j'aime beaucoup, mais je n'étais encore jamais monté jusqu'au Cap Nord. Je redescendrai, comme vous le voyez, par la côte ouest de la Norvège, la côte ouest de la Suède, pour attraper la côte ouest du Danemark, un petit détour en Angleterre, une petite balade en France pour rentrer après 24 000 km de voyage à moto. Donc là vous avez quelques images de mon trajet aller. Vous avez ici ma moto sur la photo du milieu en haut. C'est une Triumph Tiger 1200 XCA préparée pour l'aventure. Donc je voyage en autonomie au niveau alimentaire et au niveau de l'eau. C'est-à-dire que j'ai un système de filtrage pour prendre l'eau dans les rivières, pour pouvoir être autonome. Et en fait, j'ai de la nourriture principalement lyophilisée qui me permet de tenir 3 semaines sans aller dans les magasins. Et je pars avec mon ami Pierre, vous allez voir sur d'autres photos, qui est là avec moi lorsqu'on arrive en Laponie. Et j'ai fait également une partie de route avec des amis finlandais que je connais depuis longue date, que j'ai rencontrés 7 ans avant au Portugal. Quand on roule en Scandinavie, il faut être très vigilant parce qu'il y a souvent des animaux sur la route. Et lorsqu'il y en a un qui est posé comme ça au milieu de la route, il faut être encore plus vigilant parce qu'en général, c'est celui qui fait la gendarmerie pour préparer le troupeau qui va traverser. Finalement, eh bien, on arrive au Cap Nord et on fait la photo devant ce célèbre globe que vous avez peut-être déjà vu et devant ce paysage magnifique. Donc le Cap Nord, c'est l'endroit le plus au nord où on peut aller en Europe en passant par la route. À noter toutefois qu'il existe un Cap Nord un peu plus au nord que celui-ci, qui nécessite une randonnée de 16 km aller-retour pour aller au point le plus au nord de l'Europe, mais on ne peut pas y aller avec un véhicule. En redescendant, je traverserai évidemment sur les conseils de tous les voyageurs qui sont allés en Scandinavie, les îles Lofoten, qui sont absolument magnifiques. Je crois que c'est l'endroit le plus beau de ma vie que j'ai jamais vu. Les îles Lofoten, c'est un ensemble d'îles qui sont reliées par des ponts et par des tunnels qui conduisent en fait du continent jusqu'à la ville de O, qui est la ville qui a le nom le plus court, juste une simple lettre. Et c'est la ville qui se trouve à l'extrémité
d'Élofontaine et ça se prononce un peu comme un rho. Ces îles sont absolument magnifiques, il y a des plages de sable fin, des plages de sable blanc où certains se baignent, mais évidemment là quand on y est, il fait 5 degrés, on est au mois de juillet, oui. Et c'est un peu juste pour se baigner, enfin, à moins que vous ne soyez pas frileux, mais... Je redescendrai donc par la côte ouest de la Norvège, vous voyez ici sur la photo du milieu en haut la route de l'Atlantique, qui n'est pas très longue mais qui est absolument magnifique, où cette île rebondit d'un pont à l'autre sur des petits îlots, pour retraverser le cercle polaire. Et puis vous avez ici la photo de la route des Trolls, qui est une route très connue. Il y a 18 routes mythiques en fait en Norvège qu'il faut absolument faire. La route des Trolls en fait partie, la route de l'Atlantique en fait partie. Et sur la dernière photo à droite en bas, vous avez le bivouac. Donc ça veut dire qu'avant je partais voilà, avec mon petit réchaud, ma petite toile de tente et ma moto. En rentrant de ce voyage de 24 000 km, mon physique a pas mal souffert et j'ai de plus en plus de difficultés à marcher et finalement je n'arrive plus à marcher et je me retrouve de nouveau à l'hôpital. Il faut retourner au bloc opératoire, réopérer et là vous doutez bien que j'ai le moral dans les chaussettes parce que ça fait 2 fois que je me retrouve sans pouvoir marcher et le pronostic chirurgical n'est pas forcément top et on ne sait pas si je vais de nouveau pouvoir marcher au départ. Et surtout, après que j'ai récupéré la marche, si je vais pouvoir de nouveau, si le problème ne va pas se reproduire, quoi. Et là, la question de changer de vie se pose. Ne plus voyager en moto, plutôt voyager avec un fourgon aménagé. Donc j'ai perdu mon travail suite à l'accident, donc l'idée de voyager à plein temps. Et je décide donc de lancer un projet de voyage à plein temps en janvier 2020. Il y a juste un truc que je n'avais pas prévu en janvier 2020, eh bien, c'est que quelques semaines plus tard, le Covid allait arriver et que tous mes projets allaient être bien bousculés, comme les vôtres, je suppose. Et donc, ce projet a mis plus de temps à se mettre en place que prévu. Donc, je décide de choisir un fourgon aménagé 4x4 tout-terrain avec une boîte automatique. Et c'est là où je vais essayer de vous mettre cette petite vidéo qui explique pourquoi j'ai choisi d'utiliser ce véhicule. Fin 2019, début 2020, eh bien, j'ai dû me refaire réopérer de la jambe gauche, de la cuisse gauche, de la hanche. Je me suis retrouvé encore pendant plusieurs mois en rééducation pour de nouveau marcher correctement. Et là, je me suis retrouvé dans une grande réflexion à me dire, mais Laurent, les voyages en moto, ça devient lourd, ça devient compliqué. Plusieurs fois, tu as mis la moto par terre, le camping, ça devient vraiment difficile. Et donc, j'ai décidé de passer aux 4 roues, c'est-à-dire de partir en voyage au long cours, on va dire, au long terme, avec un véhicule aménagé. J'ai déjà eu un véhicule aménagé il y a quelque temps, c'était un Chevrolet Coachman de 12 mètres de long. C'était un grand véhicule pour une seule personne. Donc je suis reparti de ce véhicule par rapport à mes réflexions. Voilà, je vous mets quelques images de ce Chevrolet. C'est à peu près 20 mètres carrés habitables, enfin plus de 20 mètres carrés habitables, avec une vraie chambre, salle de bain comme on trouve un peu dans les camping-cars, une vraie cuisine, un vrai salon très très spacieux, 7 places de couchage, un gros moteur, comme les Américains savent si bien le faire. On trouve des motorhomes américains sur le territoire européen, aussi en Suisse. L'inconvénient de ces véhicules, c'est la place que ça prend lorsqu'il faut s'arrêter. C'est pas évident de rouler sur les petites routes de montagne, voire même impossible, suivant les routes. Je me suis dit, il faudrait au moins un 4 roues motrices. Et en cherchant, j'ai trouvé un véhicule un peu plus petit, motorhome, européen, de marque Mercedes, 6 roues motrices, mais avec un prix qui dépassait très largement mon budget. Donc concernant mon projet, j'ai mis en priorité un véhicule relativement petit, pour moi tout seul ça suffit, maniable, qui passe un peu partout, facile à conduire, et avec des critères pour certains assez précis, voire impératifs. Le premier critère pour moi qui était impératif, c'est d'avoir une boîte automatique. Ensuite, un véhicule passe partout. Et donc je me suis penché en fait sur les fourgons 4 roues motrices. Quelle marque, qu'est-ce qui existe, quelle marque fait des fourgons 4 roues motrices? Et à mon grand étonnement, eh bien il n'y a pas beaucoup de modèles. Donc Fiat, Peugeot, Citroën, on oublie. Peut-être ils ont des 4x4 mais je les ai pas vus. Ou alors c'est des marques en fait qui les modifient pour qu'ils deviennent 4 roues motrices. Donc on va dire il restait essentiellement les Allemands
avec Ford, Volkswagen, Mercedes, les Italiens avec Iveco et puis les Japonais avec Fuso. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Et le premier véhicule 4x4 que j'ai vu, c'est le Ford Transit. Et le Transit 4 roues motrices, c'est vraiment un super véhicule. C'est pas vraiment un véhicule tout-terrain, c'est plutôt un véhicule à 4 roues motrices pour rouler sur les routes glissantes, sur les chemins, mais c'est pas un vrai véhicule tout-terrain. J'en ai visité plusieurs. Le gros inconvénient de ce véhicule, c'est que lorsque je l'ai visité, début 2020, eh bien, il n'existait pas avec une boîte automatique. Peut-être qu'aujourd'hui, il existe en boîte automatique, mais à ce moment-là, il n'existait pas en 4 roues motrices avec la boîte auto. Autre possibilité, Volkswagen. Le Grand California est absolument magnifique, super véhicule, très bien conçu, très bien abouti. Je l'ai visité, l'installation c'est tout clé en main, c'est pas vraiment à la carte, mais bon, c'est des professionnels, on voit qu'ils ont l'habitude de faire ce genre de véhicule. Le California existe depuis waouh, des années et des années. Le Grand California, un véhicule plus récent, mais on voit que c'est bien abouti. La première chose qui m'a étonné lorsque je suis monté à l'intérieur dans la partie cellule, dans la partie habitation, c'est ce côté aseptisé. J'ai tout de suite eu la sensation d'un véhicule de qualité, mais tout de suite eu la sensation d'un véhicule très aseptisé qui me faisait penser à une chambre d'hôpital ou à une ambulance. Et ça, c'est pas vraiment mon trip pour voyager. J'ai fait énormément de kilomètres en ambulance pour mon métier. J'ai pas envie de me retrouver de nouveau dans une ambulance et de dormir dans un véhicule dont l'intérieur ressemble à une chambre d'hôpital. J'ai pas envie non plus. De plus, le 4 roues motrices du Grand California est aussi un 4 roues motrices un peu comme le Ford, où le concept en fait c'est un système automatique en fait qui rattrape quand le véhicule glisse sur les routes enneigées ou verglacées, dans les chemins, mais c'est pas vraiment un véhicule tout terrain. L'Iveco m'a bien plu. Il existe des préparateurs pour ce type de véhicule. C'est un vrai véhicule 4 roues motrices. Mais j'ai aussi trouvé un inconvénient, c'est que j'ai pas trouvé, du moins en Suisse, peut-être ça existe, mais j'ai pas trouvé un fourgon aménagé. J'ai trouvé un véhicule avec une cabine et derrière dans lequel on rajoutait une cellule. Bah, j'aime pas trop ces cellules carrées en fait. J'accroche pas trop à ce type là, donc j'ai pas vraiment trouvé en fait chez Iveco de solution. Je suis allé chez Mercedes à Genève et ils m'ont présenté le Sprinter qui d'emblée m'a vraiment plu, avec une palette de possibilités qui m'a impressionné. Le Sprinter est tellement personnalisable avec des options. Et bien sûr avec le 4 roues motrices, Mercedes a bien pensé ce véhicule, l'a bien étudié et en tout cas il est adaptable avec les options à pas mal de possibilités pour agrémenter la conduite mais aussi pour augmenter l'efficacité du véhicule. Donc j'ai décidé de rester sur ce projet Sprinter Mercedes. Comme vous, je suis abonné à plusieurs chaînes de van lifer. J'ai trouvé sur internet la MBIS Family qui est originaire de Lausanne et qui voyage en Amérique du Sud avec un Mercedes Sprinter. Bon, maintenant ils ont dû rentrer à cause du Covid et sous leurs vidéos ils laissent le lien de leur fournisseur qui est la société Tartaruga à Zurich. En fait, Tartaruga propose des fourgons aménagés par CS Reisemobil en Allemagne. Les véhicules sont équipés là-bas au niveau de l'intérieur et puis après aménagés, personnalisés par Tartaruga qui se charge de l'homologation suisse. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi en fait le CS Reisemobil indépendant. Pourquoi indépendant? Parce qu'en fait de toute la gamme c'est le véhicule le plus autonome, le plus passe-partout on va dire, et comme j'aime beaucoup la nature et que j'aime bien aller me coincer dans les petits chemins, eh bien j'ai besoin d'un véhicule 4 roues motrices, autonome le plus possible, un véhicule passe-partout, je dirais un peu comme un couteau suisse. L'aménagement intérieur est
très modulable, mais également les équipements spécifiques à la partie, on va dire surtout tout terrain, mais aussi au niveau technique, au niveau autonomie, on va dire. Et ça fonctionne un peu comme, comme si on allait au restaurant manger une fondue. Donc la base, on mange une fondue. Maintenant la fondue, on peut la prendre avec des champignons, on peut la prendre en fait avec de différentes manières. Et on compose en fait cette fondue avec les possibilités que le restaurateur met sur le menu. Et bien avec CS Rise Mobile et Tartaruga, c'est la même chose. Il y a un menu et on compose son véhicule avec le menu. Alors évidemment, il y a des choses qui ne sont pas compatibles ensemble, donc il y a toute une réflexion, toute une étude pour la faisabilité de ce projet. Je pense que vous avez appris pas mal de choses et pourquoi j'ai choisi ce véhicule. L'inconvénient, c'est qu'on m'annonce près de 2 ans de délai et donc je décide d'acheter un véhicule en attendant, un Fiat Ducato 2003, 250 chevaux, boîte robotisée. Et ceux qui me suivent savent que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce véhicule. Je suis tombé 5 fois en panne avec la boîte à vitesse et donc j'ai vendu ce véhicule rapidement. Donc je décide d'investir dans un autre véhicule en attendant et j'achète Fatou, un vélo électrique et sa remorque en attendant la livraison du Sprinter. Et je décide donc de voyager au long cours en vélo et je pars de Genève pour rejoindre la Méditerranée par la Via Rona. Et j'arrive quelques semaines plus tard sur la plage Napoléon après avoir parcouru 815 km avec mon vélo électrique rechargé par le panneau solaire qui se trouve sur la remorque. Je suis tellement heureux d'avoir vécu ça, même si j'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Je décide de continuer mon périple à vélo pour rejoindre, depuis la plage Napoléon, l'Atlantique. Et donc je reprends la piste qui longe le canal du Rhône à 7 pour rejoindre le canal du Midi jusqu'à Arcachon. Depuis Arcachon, je me dis pourquoi pas remonter jusqu'à Nantes et prendre la piste cyclable qui longe la Loire pour rentrer à Bâle et rattraper Genève. Et donc je prends la Vélodyssée qui longe l'Atlantique pour remonter. Au moment où j'arrive dans le Marais Poitevin, mon squelette déclare forfait, les genoux ne fonctionnent plus et donc là je décide de louer une fourgonnette, de mettre la remorque et le vélo dans la fourgonnette et retour Genève après 2500 km à vélo. J'ai dû attendre encore quelques mois pour enfin recevoir la livraison de mon Mercedes Sprinter 4x4, réception le 15 décembre à Zurich chez Tartaruga et depuis le 31 décembre 2021, je vis à plein temps dans ce véhicule. Donc les équipements de mon Sprinter, c'est un V6 de 3 litres de cylindrée de 190 chevaux avec une boîte à vitesse automatique séquentielle 7 vitesses, palette au volant. Il est en propulsion permanente, mais c'est possible de le mettre en 4x4 avec 70% de puissance sur la roue arrière et 30% de puissance sur la roue avant. Et il a également la possibilité de passer en vitesse courte, ce qui est très appréciable lorsqu'on est dans le terrain. Les suspensions ont été modifiées à l'avant pour mettre un système de doublage sur les amortisseurs d'origine avec les amortisseurs Falcon et à l'arrière 3 lames de ressort avec d'un Falcon à gaz réglage en pré-contrainte et en contrainte, ce qui nous porte le poids du véhicule à 4430 kg. On a donc un petit poids lourd qui nécessite un permis poids lourd pour le conduire. Au niveau des pneus, j'ai fait installer des pneus Goodrich 50-50, c'est des pneus polyvalents que je trouve très appréciables, qui bien sûr ne sont pas très bons dans les extrêmes, mais qui sont assez bons dans la majorité de ce que j'utilise, que ce soit sur la route ou sur le terrain. Et suivant le terrain, comme on doit dégonfler les pneus et les regonfler, j'ai fait installer un compresseur permanent sous le capot que vous voyez ici. Au niveau de l'installation intérieure, on a un espace cuisine avec des plaques vitrocéramines qui sont alimentées par le gasoil du carburant moteur, un grand évier très pratique et un réfrigérateur de 90 litres à compression qui est branché en permanence sur le 12 volts. Au niveau du couchage, on a un lit transversal de 2 places avec 2 mètres de large, de long grâce aux élargisseurs d'ailes pour 1m40 aux épaules et 1m20 aux pieds. Au niveau de l'espace toilette, on a une douche, 2 douches plutôt, une extérieure qui se trouve à l'arrière et une intérieure, un lavabo en tiroir avec un grand miroir et un petit miroir, et également un WC compost sans absolument aucun produit chimique, c'est un WC à séparation. Au niveau électricité, il y a 400 watts de panneaux solaires sur le toit, que vous voyez sur la photo ici, également 2 batteries de 100 ampères en lithium et un convertisseur de 1700 watts qui permet d'avoir du 230 volts à l'intérieur du véhicule. Au niveau de l'eau, il y a une cuve de 100 litres d'eau propre, 10 litres d'eau chaude et 80 litres d'eau grise. Et j'ai mis en place un système de potabilisation avec une pompe qui me permet de pomper l'eau dans les rivières ou dans les étangs
et à travers un système de multifiltre, un filtre particules à sable, charbon, céramique qui me permet d'avoir de l'eau potable à la sortie du robinet. J'ai testé le véhicule au départ en Suisse, parce que quand on a un nouveau véhicule, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas. J'ai bien fait, j'ai dû plusieurs fois faire des allers-retours à Zurich pour des petites mises au point. Je suis un peu plus loin en France et j'ai décidé de traverser ou de retourner traverser les déserts d'Espagne que j'avais déjà fait en moto pour certains. Donc tous les déserts que vous voyez ici, je les ai faits, sauf le dernier, le TID, que j'ai fait 2 fois en moto et je ne suis pas encore allé aux Canaries avec le Sprinter. Les vanlifers sont en général équipés pour vivre et travailler en télétravail. Donc j'ai un système en fait d'internet 4G et je fais différents de petits boulots. Je fais de la gestion administrative, immobilière, financière, je fais de l'écriture, je fais de la recherche en théologie, bien sûr de la photo et de les vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux. J'ai également collaboré avec l'équipe de Road Trip Expo ici pour la mise en place de l'équipe des voyageurs que vous avez ici. Différents partenariats avec des petites marques et puis j'ai également des petits services. Mes projets, eh bien j'avais pour projet de partir au Maroc, mais j'ai annulé le Maroc parce qu'il y a eu Road Trip Expo qui s'est mis en place. Alors j'ai les seuls projets dont je suis sûr, c'est ceux qui sont dans le passé. Donc ça veut dire que tous les projets qui sont marqués là, c'est des projets qui peut-être auront lieu ou pas. Pour savoir si ça va se réaliser ou pas, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous avez des nouvelles au quotidien, donc en général tous les jours je poste des photos, je mets où je suis à peu près. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur YouTube où je mets une vidéo à peu près toutes les semaines ou tous les 10 jours. Et vous pouvez également me suivre lorsque je suis en voyage avec Pour la Steppe. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence et puis au plaisir, ici, ailleurs ou là-bas.